Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Burundi, l'opposition et la société civile demandent l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Les cas avérés de fraude massive se sont multipliés à tel point que le ministre de l'Intérieur burundais a fini par récemment concéder leur existence. Le Kenya souhaite augmenter sa production de café. L'objectif est d'atteindre les 60 000 tonnes à l'horizon 2016. Nous verrons quelles sont les mesures mises en place prochainement dans ce journal. Et culture en fin d'édition, retour sur la Malabo Fashion Week qui s'est déroulée ce vendredi en Guinée équatoriale. Ce rendez-vous international a tenté de mobiliser la promotion des jeunes stylistes, mais aussi la création africaine. Mais avant de développer ces titres, le nom du président tunisien est communiqué et c'est officiel. L'ex-premier ministre Béji Caïd Essebsi a remporté la présidentielle de dimanche avec 55,68% des voix. Il devance le président sortant Mounsef Marzouki qui a réuni 44,32% des suffrages. Le taux de participation s'est établi quant à lui à 60,1% des inscrits. Après 4 années de transition, la Tunisie se tourne vers l'avenir et les nombreux défis qui l'attendent, comme nous l'explique Sofiane Befnara, journaliste. Des chapitres, des préoccupations. Il y a bien évidemment la donne sécuritaire, vu que la Tunisie est devenue un pays en proie à des convulsions terroristes, à l'infiltration de groupes terroristes, imbus de wahhabisme et de fondamentalisme venus des pays du Golfe essentiellement. En même temps, il y a la situation économique et sociale, où pendant 4 ans, on s'est occupé de tout. Il y a eu un surinvestissement politique, voire même idéologique, mais on ne s'est pas occupé de la donne économique et sociale, et ça s'est empiré. Il y a toujours les déséquilibres régionaux. Il y a le chômage massif, notamment auprès des jeunes, c'est-à-dire diplômés du supérieur. Ça atteint 40% auprès de cette frange-là, et ça atteint près de 17% pour la totalité de la population tunisienne. Il y a aussi, bien sûr, la Tunisie doit retrouver son rôle d'avant en tant que pays modéré à l'échelle internationale. À moins de 6 mois des élections générales au Burundi, la montée de tensions entre pouvoir et opposition inquiète. Depuis le début de l'enrôlement des électeurs, de nombreuses irrégularités ont été constatées par toutes les parties dans l'octroi de la carte d'identité, indispensable pour être inscrit. Les explications de Birama Saounera. Au Burundi, l'opposition et la société civile demandent l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales, en cause des soupçons de fraudes électorales. Selon elle, l'utilisation constatée des fausses cartes d'identité sont des actes de nature à remettre en cause la crédibilité des opérations d'inscription sur les listes électorales. Les organisations de la société civile mettent également en garde contre les risques de tension si ces questions ne sont pas réglées dès à présent. Les irrégularités qui reviennent souvent, c'est surtout des cartes d'identité fausses, des fausses cartes d'identité des fois, sans sceau, sans signature. Et même où on trouve des cartes d'identité qui ne correspondent pas à la photo physiquement de la personne qui les présente, ou bien la personne avec la photo, les noms ne correspondent pas au vrai nom de la personne. Sur les listes électorales, seulement 2,5 millions de personnes sur les 4,2 millions attendues s'étaient inscrites. En novembre dernier, les partis d'opposition ont aussi fustigé des irrégularités dans la nomination des responsables chargés du processus d'inscription sur les listes électorales. Des allégations démenties par le gouvernement. Aujourd'hui, les responsables de l'opposition dénoncent l'interdiction d'accès aux parlementaires à la CENI. C'est encore une fois de plus le mépris qu'affiche l'équipe de la CENI. Ce n'est pas normal que des présidents des partis politiques, des députés soient interdits d'accès à la CENI qui est quand même un service public. L'éventualité d'une candidature de l'actuel président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat constitue une pomme de discorde entre l'opposition et les partisans du chef de l'État. Pour l'heure, le président de la République ne s'est pas prononcé officiellement sur cette question. Au Burundi, les élections législatives et locales sont prévues le 26 mai prochain, le scrutin présidentiel le 26 juin et le sénatorial le 17 juillet 2015.
L'heure est au bilan en cette fin d'année. Pour le continent africain, l'année 2014 a été ponctuée de riches événements. La montée en puissance des groupuscules extrémistes, l'enlèvement de plus de 200 Nigérianes, l'apparition de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, en passant par le renversement du président burkinabé chassé sous la pression de la rue. Mais 2014, c'est aussi la première élection libre en Tunisie. Plusieurs avancées et encore de nombreux défis à relever, notamment sur le plan de la stabilité socio-politique, comme nous l'explique la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. We are approaching the end of 2014, which has been a challenging but also an exciting year for Africa. Nous tendons vers la fin de l'année 2014, qui a été une année pleine de défis, mais aussi d'accomplissements pour le continent. Nous avons dû faire face à l'épidémie dévastatrice d'Ebola et le continent est depuis entièrement mobilisé pour y faire face. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, nous avons mis sur pied un partenariat inédit avec le secteur privé pour lever des fonds et même des citoyens ordinaires ont fait des dons à travers une campagne d'SMS. Ce soutien nous a permis de déployer du personnel médical dans les pays affectés. Nous remercions tous ceux qui se sont engagés dans ce combat et nous souhaitons beaucoup de courage aux populations des pays touchés afin qu'elles continuent à se battre. En 2015, nous espérons renforcer le partenariat que nous avons créé avec le secteur privé à l'occasion du lancement de la Fondation de l'Union africaine et ainsi lever plus de fonds pour l'organisation. Nous nous sommes mobilisés pour définir l'agenda pour la prospérité du continent à l'horizon 2063. En 2014, toutes les élections se sont déroulées sans encombre et cela grâce notamment à une grande mobilisation des électeurs. Nous nous préparons à faire face aux défis liés aux élections de 2015. Toutefois, nous sommes optimistes qu'avec l'aide des électeurs et des gouvernements, les processus électoraux se dérouleront sans heurts. Je profite donc de cette occasion pour souhaiter à tous une année de paix et de prospérité. Let me take this opportunity to wish everyone a very prosperous, La manifestation du 20 décembre dernier cristallise l'actualité. Lors de ce rassemblement de l'opposition interdit par les autorités, des heurts ont éclaté à Libreville. Au moins une vingtaine de personnes ont été interpellées. Un étudiant gabonais a également perdu la vie. Les circonstances exactes de la mort de ce jeune homme de 30 ans n'ont pas été précisées. Mais cet incident s'ajoute aux tensions politiques croissantes. Alain-Claude Bilibinze, porte-parole de la présidence et conseiller politique du président gabonais, nous apporte des précisions face aux accusations de l'opposition. La première chose, c'est qu'à l'heure qu'il est, personne ne sait de quoi le jeune est mort. Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes de la mort de ce jeune homme et nous déplorons effectivement le climat de haine, le climat de violence installé par une certaine opposition au Gabon. Parce qu'en plus, ce n'est pas toute l'opposition, ce sont des barons de l'ancien système, l'ancien régime, les barons de Omar Bongo Ndimba, certains d'entre eux, qui aujourd'hui estiment que pour arriver à se faire entendre, il faut plonger le pays dans la violence. Le Gabon n'est pas un pays de violence, le Gabon est un pays de paix avec une tradition de dialogue et le dialogue politique, le président de la République Ali Bongo Ndimba est ouvert, il discute avec son opposition, ceux qui acceptent de discuter et ceux qui le reconnaissent bien sûr comme président. Mais voyez-vous, 5 ans après son élection, il y a encore des gens au Gabon qui ne veulent pas reconnaître qu'Ali Bongo est président. Comment voulez-vous qu'ils discutent avec ces gens-là? Et ensuite, de quoi veulent-ils discuter ces opposants? Nous n'avons pas au Gabon une situation où il n'y aurait pas le respect de la Constitution. La Constitution est respectée. Les institutions sont en place. Un calendrier électoral est fixé. Chacun sait qu'en 2016, il y aura l'élection présidentielle et l'élection législative. Donc, ceux qui estiment que le président Ali Bongo serait impopulaire, qui prennent le mal en patience et qu'ils organisent les élections, mais qui n'essaient surtout pas de plonger le pays dans la violence. Le Kenya prépare actuellement la 12e conférence africaine des cafés fins, un événement qui réunira plus de 500 intervenants du secteur pour examiner les moyens d'augmenter la productivité. Il s'agira également de dynamiser la consommation interne de cette denrée et d'encourager sa transformation locale. Les précisions de Kessie Webi-Martel. Le Kenya veut faire passer sa production de café de 49 000 tonnes à 60 000 tonnes à l'horizon 2016. Pour y parvenir, le pays compte notamment ajouter le café à la liste des cultures bénéficiant des engrais subventionnés.
Des mesures très attendues par les acteurs du secteur caféier. Je sais que le gouvernement a essayé de trouver des solutions pour mettre fin aux souffrances des producteurs de café face à la baisse des prix. Maintenant, à la bourse du café de Nairobi, nous attendons de voir ce que le gouvernement prévoit de faire. Je sais qu'ils ont des plans sur la production qui est un problème majeur. Le prix, cependant, dépend totalement du marché international parce que nous faisons plus de 90 voire 95% des exportations. Le gouvernement kényan a également indiqué qu'il se pencherait sur les questions de la faible fertilité des sols et la distribution des terres. Le pays enregistrera d'ailleurs dès l'année prochaine l'arrivée de 20 000 nouveaux producteurs de café. Coffee farming in Kenya is done in some of the most prime areas. La culture du café au Kenya se fait dans certaines des zones les plus recherchées, des zones agricoles essentielles. Si nous ne cultivons pas de café dans certains de ces domaines, nous devons songer à d'autres cultures agricoles. Lorsque nous avons évolué vers plus de construction de biens immobiliers, beaucoup de terres agricoles ont été converties. En fait, nous privons le secteur agricole de ressources très productives. Selon l'Association africaine des cafés fins, l'Éthiopie produit 6 millions de sacs, l'Ouganda 3,5 millions, tandis que la production du Kenya et de la Tanzanie s'élève à 820 000 sacs par an. La 5e édition de la Malabo Fashion Week s'est déroulée ce vendredi à Sipopo, en Guinée équatoriale. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain, les organisateurs ont tenu le pari et ont mis à l'honneur la mode africaine. Notre correspondante en Guinée équatoriale, Ascension Chama Eneye, a suivi cet événement pour nous. La Fashion Week, l'un des événements majeurs de la mode en Guinée équatoriale, fête ses 5 ans. Cette édition de la Malabo Fashion Week est pour les organisateurs l'occasion de faire le bilan de ces dernières années, mais aussi de rendre hommage à l'une des pionnières de cet événement, Marianne Yebes Ella Assoumou, cofondatrice du projet disparu en avril dernier. Un hommage qui s'est illustré par les créations de 2 stylistes équato-guinéens. En 5 ans, l'événement est resté fidèle à ses principes, faire la promotion de la mode africaine et de ses créateurs. Grâce à la Fashion Week, des jeunes créateurs ont trouvé la visibilité que toutes seules n'auraient jamais eu la possibilité d'avoir ces photos, ces images dans une chaîne internationale. Mais nous avons réussi aussi à donner une image professionnelle de mannequin, surtout que les filles sont considérées comme des femmes faciles, alors que c'est une profession comme toute une autre. Lors d'une soirée riche en couleurs, on a pu remarquer les collections du Camerounais Amadou Ali, de la Marocaine Siam El Amri et de l'Équato-Guinéenne Nana Oupolo. Tous avec le même objectif, gagner en expérience pour contribuer au développement de la mode africaine. J'ai gagné beaucoup de volonté. Et en tant que jeune créatrice, c'est une façon que les gens voient le travail que je fais et avec l'espoir de pouvoir monter jusqu'à l'eau. Cette manifestation d'envergure internationale, dédiée à la promotion des jeunes stylistes et à la créativité africaine, regroupe chaque année depuis 5 ans des personnalités du monde de la culture et de l'art. Un événement culturel où la mode est représentée comme le principal instrument autour duquel les créateurs montrent les racines de leurs influences culturelles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.